arrivés. Donc, je vous remercie déjà tous d'être ici et je remercie Fanny Anson d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, je vais laisser notre directeur vous dire un petit mot. Voilà. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Rassurez-vous, je serai bref. Je voudrais simplement prendre la parole pour remercier Mme Anson de sa présence parmi vous. Je tiens à vous dire aussi que, voilà, malgré la situation que vous connaissez, on a réussi tout de même à maintenir quelques événements en présentiel. Et on a eu donc la chance de pouvoir maintenir cette conférence prévue aujourd'hui en présentiel. Et croyez-moi, c'était pas mal. Mais bon, on a fait tout le nécessaire. Vous connaissez les règles, donc le masque, évidemment, dérégulé en toutes circonstances. Je vous remercie donc pour votre présence. Je remercie également le département formation communication qui anime le cycle de conférences Mode et Société depuis déjà de nombreuses années. Et je tiens à remercier également les étudiants du département Procom qui participent très activement au niveau de l'organisation, au niveau de la thématique des conférences. Encore une fois, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années, grâce à la participation active des collègues et bien entendu la participation active des étudiants. Alors, je vais, Madame Anson, m'excuser parce que je vais devoir m'absenter, mais je vous promets, je reviens dans quelques minutes. Donc, j'ai quelques petites contraintes, je vais m'absenter une quinzaine de minutes, mais le thème de la conférence m'intéresse particulièrement. Je vous prie d'excuser donc mon absence de quelques minutes, mais je reviendrai. Merci beaucoup à toutes et à tous, et j'arrive donc pour vous rejoindre au niveau de la conférence. Merci. Merci. Du coup, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre conférence qui s'intitule « Tu ne vas pas sortir comme ça, vulgariser le féminisme grâce à l'intime ». Donc, cette conférence, elle a lieu dans le cadre de Mode Société. Mode Société organise 4 conférences par an, et ce depuis 2004, afin de traiter d'un sujet d'actualité autour d'un auteur et de son livre. Donc, avant de commencer, j'aimerais inviter mes camarades à venir près de moi pour les remercier. Parce que sans eux, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier Zoé de s'être occupée pendant tout ce projet des relations avec Fanny Anson, celle qui s'occupait de communiquer avec. Ensuite, j'aimerais remercier Caroline et Charlie, qui sont ici, de s'être occupées de la rédaction des livrets de présentation, de la bibliographie et des petits questionnaires que vous avez eus. Et j'aimerais aussi remercier Charline de s'être occupée des relations avec le libraire. Ensuite, j'aimerais remercier Océane et Olivier qui sont ici, de s'être occupés des relations avec la presse. Et j'aimerais souligner aussi le passage d'Océane à Radio Fadjet. J'aimerais remercier Clémence qui a créé l'affiche et qui s'est occupée des réseaux sociaux de notre société. Et enfin, j'aimerais remercier Andrea, qui est tout là-bas au fond, qui s'est occupée avec Clémence de l'affiche et de la rédaction des posts sur les réseaux sociaux, qui a été notre lien avec les professeurs et qui est ce soir derrière la caméra. Voilà. Donc, à l'entrée, on vous a distribué des petits livrets. Donc, dans ces petits livrets, vous trouverez une petite description de l'auteur, de son livre, et des explications concernant la conférence. Vous trouverez également une petite bibliographie sur le féminisme et un petit questionnaire que nous vous invitons à remplir et que vous pouvez nous remettre à la fin de la conférence. Voilà. Donc ce soir, nous accueillons Fanny Anson, qui est une auteure féministe, pour nous parler de son livre « Tu ne vas pas sortir comme ça ». Le féminisme expliqué à mon père. Donc ce livre recense 20 phrases problématiques, il y en a donc une par chapitre, et on va se concentrer sur certaines de ces phrases ce soir. La conférence va se passer sous forme d'interview, donc je vais poser des questions à l'auteur, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, levez la main, on vous passera le micro, vous pouvez vous exprimer vous aussi, et si vous n'avez pas le temps, à la fin il y aura tout de même un petit temps consacré aux questions, et après ce temps, il y aura les dédicaces, donc vous pouvez acheter votre livre ici à ma droite, et vous faire dédicacer le livre par l'auteur, voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez... Voilà. Bonsoir. Bonsoir.
Merci beaucoup de me recevoir. Merci à toutes les personnes qui ont fait en sorte que je puisse être là ce soir. Ça me fait hyper plaisir et j'aurais été bien fichue de faire la même chose au même âge. Donc félicitations, c'est vraiment super chouette. Merci à tous et à toutes d'être présents. Je suis ravie d'être là et un petit peu impressionnée aussi d'être de ce côté-là de l'amphi. C'est bien la première fois. Merci. Moi, je propose pour pouvoir être plus confortable. Donc, nous allons donc commencer l'interview. Ma première question sur votre livre, qui est donc celui-ci, Tu ne vas pas sortir comme ça, le féminisme explique à mon père, c'est comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre et pourquoi vous partagez ces explications que vous aviez donc destinées à votre père à la base. Est-ce que tout le monde m'entend bien? D'abord, j'avais très envie d'écrire. J'étais aussi dans une période de ma vie où j'ai quitté un travail parce que j'avais l'impression de faire un grand écart entre mes convictions et ce que je faisais. Donc j'étais dans une période de réflexion, un temps vain pour moi. Donc ça, c'est un peu le contexte qui m'a permis de le faire. Et c'est vraiment parti d'une dispute avec mon père et de l'incapacité que j'avais face à lui de m'exprimer clairement parce que j'étais trop émotive, en tout cas trop émotive pour pouvoir m'exprimer dans les termes qui m'intéressaient. Et j'avais aussi en parallèle beaucoup lu, beaucoup regardé de films, écouté de podcasts. J'étais complètement en phase de construction par rapport au féminisme. Donc il y a eu une espèce d'envie à la fois de lui transmettre un savoir, d'apaiser une relation qui était devenue assez tendue. Et c'est parti d'une lettre que je voulais lui écrire et je l'ai fait lire à ma grande sœur. Qui m'a dit qu'elle trouvait qu'il y avait quelque chose à faire, si c'était plus structuré, si c'était plus creusé, et si c'était un tout petit peu moins dans l'émotion et un tout petit peu plus dans le savoir. Donc voilà, il y avait une espèce de... Il y avait deux choses, des théories qui commençaient à prendre forme, des sensations que j'avais envie de tout rassembler, et puis voilà, je crois que j'avais envie de lui donner un outil, de nous donner un outil pour pouvoir discuter plus calmement. Oui, et du coup, l'écriture, c'est un moyen plus simple que l'oral pour le transmettre peut-être pour nous. Je crois très fort que les émotions, la colère, la joie sont trop peu valorisées et je ne pense pas du tout qu'être émotif ce soit un problème. En l'occurrence, dans une démarche de discussion avec mon père, c'en était devenu un parce que c'était impossible pour moi d'être claire. D'accord. Et du coup, vous avez mis combien de temps à écrire tout ça, ce livre? Il y a eu beaucoup d'étapes en fait entre le moment où ça a germé dans ma tête, le moment où je me suis appliquée à reformuler les choses, le moment où j'ai écrit des synopsis que j'ai proposé à des maisons d'édition, j'ai pas eu de retour. À chaque fois que je renvoyais un mail, je changeais le synopsis. Après il y a eu le confinement, j'ai voulu en faire un podcast, donc pareil j'ai rechangé des choses, recreusé, renoté des exemples, etc. Et puis il y a eu cette première discussion avec les éditions Le Duc. Et entre le moment où on a discuté pour la première fois et le moment où j'ai eu un feu vert avec une signature de contrat, il y a eu quand même pas mal de temps, il y a eu plusieurs mois. Et pendant toute cette période-là, j'ai travaillé avec parcimonie. Dès que j'avais une idée, je notais des exemples, j'avais fait la liste des références que j'avais envie d'intégrer, etc. Et puis il y a eu le feu vert, et là pour le coup, le temps d'écriture, il a été très condensé parce qu'il y avait des impératifs de rendu. Et puis c'était pendant le deuxième confinement, donc en fait j'avais que ça à faire. Et j'ai pour le coup beaucoup travaillé sur un temps assez court. Voilà. Et du coup, pourquoi les éditions Le Duc? Parce que j'ai eu l'opportunité via ma grande sœur qui est éditée par Kéro et qui a travaillé beaucoup avec Le Duc. Et que j'ai rencontré aussi dans les éditions Le Duc Mathilde Poncé, qui est mon éditrice, qui est une jeune femme de mon âge avec qui ça s'est très bien passé directement, avec qui un des premiers moments de connivence, c'est quand on a parlé de la personne qui illustrerait le livre, et qu'elle me parlait de Lucie Macaroni. J'étais
j'étais comme une dingue parce que j'adore Lucie Macaroni et il se trouve qu'elle déjeunait avec elle le lendemain et j'étais folle qu'elle lui parle de mon livre et Lucie a accepté et ça m'a... Voilà, tout s'est passé comme ça. Il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé sur lui, c'est le studio Blick, voilà, qui sont les personnes qui ont fait toute la mise en page. D'accord. Et il y a eu beaucoup de modifications entre votre premier jet et la version finale du livre. En fait, il y a eu... D'abord, on était parti sur... Moi, j'avais pitché un essai, donc un livre qui devait avoir à peu près cette forme-là. Il était censé être plus petit. Quand j'ai été présentée aux éditions Le Duc par ma sœur, c'était pour un projet de BD. Donc j'avais retravaillé pour que ce soit une BD. Et puis c'est revenu sur un projet d'essai illustré. Il y a eu pas mal de motifs dans ce sens-là. Après, dans les échanges avec l'éditrice, moi j'étais hyper stressée de me lancer là-dedans. J'avais vraiment très très envie qu'elle me fasse beaucoup de retours. Et elle m'a laissé aller au bout. Et là, on a eu quelques navettes. Et le changement le plus important, ça a été pour... en fait, Lucie avait pré-illustré certains chapitres, certaines phrases. Et au moment où moi j'ai rendu mon manuscrit, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de chapitres qui se suivaient, qui étaient illustrés. Donc il n'y avait plus de cohérence visuelle. Donc là, l'éditrice m'a demandé de rechanger tout le format du livre. Et ça a été le plus gros changement. Parce que j'avais vraiment pensé ça comme un espèce d'entonnoir de savoir... partir de savoirs assez généraux pour venir sur quelque chose de beaucoup plus pointu. Et je voulais vraiment garder ça. Et le fait que je doive changer l'ordre des phrases, ça fait que j'ai dû retravailler ça particulièrement. Mais c'est... Là, je suis en phase d'écrire le deuxième livre et je me rends compte à quel point c'est vraiment super important, je trouve, d'avoir quelqu'un qui nous sort de nous-mêmes. Il n'y a rien qui peut être parfait du premier coup. Et vraiment, c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un qui peut suggérer des choses, voilà, apporter un œil nouveau. Et en parallèle aussi, pendant l'écriture, j'ai envoyé à quelques copines, parce que j'avais besoin de savoir si le message passait, si elles ressentaient ce que j'avais envie que le lecteur ou la lectrice ressente, etc. Oui, vous avez besoin d'un point de vue extérieur, c'est ça? Ah, complètement. Du coup, est-ce qu'il y a des phrases que vous avez entendues mais que vous n'avez pas pu mettre dans votre livre? Non, pas vraiment, parce que il y a plein de phrases que j'ai envie de commenter, mais ça sort de phrases du quotidien. J'ai vraiment voulu mettre des choses du quotidien, puis des choses qui sont liées aussi à mon éducation, à ma relation avec mon père, etc. Et puis, je crois aussi que sous chaque grande phrase, il pourrait y avoir plein d'autres tournures. Donc, j'ai pas eu le sentiment, enfin, au contraire, au début, j'étais arrivée avec une dizaine de phrases. Et j'ai eu besoin d'aller creuser un petit peu plus. Ouais. Et est-ce que du coup, depuis la publication et la rédaction de ce livre, votre relation avec votre père a changé? Non, pas vraiment. Je crois que j'ai fait le deuil de le convaincre, de toute façon. On ne change pas un monsieur qui a 70 ans, je crois. Elle n'a pas changé. J'étais avec lui le week-end dernier et quand je l'entends parler, je me dis que non. Non, il n'a pas changé. En revanche, d'un point de vue de l'expérience personnelle dans ce livre, on a 40 ans d'écart avec mon papa et j'ai toujours l'impression qu'un monde nous séparait. Vraiment, littéralement, parfois Bon. Et là, on a eu des temps de parole qui étaient géniaux et qui n'auraient jamais pu arriver sans ce livre. Parce que ça posait un cadre qui sortait un tout petit peu de la fête. Et c'était assez drôle parce que je suis allée chez mes parents pendant que je rédigeais au tout début de la rédaction du livre. Et on avait besoin de s'isoler pour parler avec mon père, parce que je voulais vraiment que ce soit entre lui et moi. Et en fait, on a fini, il était allongé sur son lit, comme ça, les bras croisés. Et moi, j'étais à côté sur une chaise, et il parlait, je prenais des notes. Et à la fin, il m'a dit, bah, ça m'a fait du bien cette petite psychanalyse. Et je disais, ah bah, franchement, c'était cool. C'était trop bien de parler, et c'est ça qui m'importe le plus, en fait. Et je me rends compte que maintenant, j'ai même plus envie de parler de ça avec lui. Je veux dire, il a ses convictions, il a ses comportements. À la limite, au quotidien, ça concerne ma mère. S'il ne se lève pas pour débarrasser ou si... Bon, c'est plus mon problème. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, on a échangé suffisamment. Je suis ravie qu'on se soit retrouvés là-dessus. On peut passer à autre chose. Oui.
Et du coup, vous parlez de votre mère, vous en parlez assez peu dans le livre, et quel est son point de vue, elle, sur ce livre, sur votre projet, sur le féminisme, tout ça? Je crois que j'en parle peu parce que parler de féminisme avec ma mère, ça me renvoie à la féminité et c'est beaucoup trop conflictuel voilà, entre une maman et sa fille, en tout cas entre ma mère et moi. Donc c'est plus compliqué. Avec mon père, j'avais l'impression qu'il y avait la porte était un peu ouverte, mine de rien. Avec ma maman, c'était un peu plus chaud. En revanche, ce que je remarque, c'est que, pas nécessairement par mon livre, mais par l'ensemble des discours féministes qui sont beaucoup plus relayés dans les médias, et par le nombre de sources qui sont disponibles, elle commence à comprendre qu'il y a certaines choses qui la mettaient en colère, qui ne sont pas que des choses liées à des individus, mais qui sont des choses des ressorts plus systémiques. Et ça, je trouve ça assez intéressant de la voir sortir de cette colère-là, des choses qui l'agaçaient, et d'utiliser des outils comme ça d'explication, de théorie. Mais je trouve ça assez intéressant parce que ma mère est assez paradoxale, c'est-à-dire qu'à la fois, je pense qu'elle a jamais imaginé une vie où elle ne serait pas maman, alors que je suis même pas sûre qu'elle avait très envie. Et en même temps, elle était hyper surprenante parce qu'elle se barrait en vacances avec ses copines sans aucun problème. Elle n'a jamais été, elle a toujours travaillé, mais ça allait aussi avec le fait que souvent on se débrouillait tout seul et on n'était pas du tout le centre de sa vie. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop manichéenne des choses et les femmes de cet âge-là, elles prenaient aussi des parts de liberté énormes, quoi. Peut-être sans le savoir théorique qu'on a un petit peu plus aujourd'hui, ou en tout cas qui est plus entendable aujourd'hui. Et elle a tout de même lu votre livre? Elle l'a lu et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé et elle m'a rappelé 3 jours après en disant en fait je l'avais pas fini, je viens de lire le dernier chapitre. Je dis ok, bon d'accord. Et oui, elle a beaucoup aimé et j'étais d'une manière globale, ça s'est très bien passé avec mes 2 parents. C'est le principal. Donc là, je vais me focaliser un peu sur le premier chapitre qui s'intitule Les garçons et une bière. Donc dans ce premier chapitre, vous commencez par parler un peu de votre expérience, vous racontez un repas en famille, voilà, vous parlez de vous, de votre vie. Donc c'est des choses concrètes que tout le monde peut vivre. Est-ce que vous pensez que de parler de choses que tout le monde peut vivre, ça peut les aider à mieux comprendre que certaines phrases dans ces cadres-là sont des phrases problématiques? De toute façon, une phrase comme les garçons de bière, il faut bien la recontextualiser pour qu'on comprenne l'intérêt qu'elle a, parce que sortie de son contexte, c'est pas une phrase très violente. Donc il faut vraiment pouvoir reposer un cadre pour comprendre pourquoi elle me heurte à ce moment-là. Et puis je crois en effet que c'est des choses que tout le monde peut vivre, quoi. Et puis là c'est les garçons de bière, mais ça pourrait très bien être autre chose, comme les filles, qu'est-ce qu'il y a à manger, ou des choses comme ça. Et de toute façon, tout le bouquin est basé sur des expériences de vie, avec des petites choses, des petits fils qu'on tire et qu'on essaye de dérouler. Oui, recontextualiser et parler un peu du quotidien, c'est pour moi très important. Oui. Et du coup, dans ce livre, vous parlez de manière assez crue. Vous écrivez un peu comme vous parlez, j'ai l'impression. Je vais lire un petit passage du chapitre 1 pour que tout le monde puisse bien se rendre compte de la manière dont vous écrivez dans ce livre. Avant de bouillonner et de casser une porte, en plus de vous casser les couilles, je me suis dit que j'allais éluder les quelques pistes qui pourraient me laisser croire qu'une phrase aussi anodine soit un symbole de sexisme ordinaire. Est-ce que vous pensez que le fait d'écrire comme ça pourrait être un frein pour certaines personnes pour lire ce livre? Ou alors, justement, pour certaines personnes, c'est un moyen de dénoncer le féminisme comme quelque chose de négatif, des personnes qui sont féministes, justement, ils parlent de cette manière, etc. Je pense que ce serait hyper réducteur déjà de croire que là ça n'engage que moi, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui utilise ces mots-là pour parler du féminisme, en tout cas de mon expérience du féminisme.
s'il y a des gens qui ne sont pas prêts à... Enfin, en l'occurrence, là, c'est vulgaire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses très vulgaires et très bêtes et ça pose de problème à personne. Si c'est un frein, tant pis, quoi. En plus de ça, je pense qu'il y a suffisamment aujourd'hui de littérature féministe, que ce soit des choses extrêmement intellectuelles et très très compliquées à ingurgiter, à des choses beaucoup plus légères, pour que si quelqu'un a envie de s'y intéresser, il trouve ce qu'il lui faut, quoi. C'est sûr. Vous parlez à la fin du premier chapitre des stéréotypes, et plus particulièrement des stéréotypes de genre. Est-ce que vous auriez des idées à votre niveau, par exemple, pour briser ces stéréotypes, justement les stéréotypes de genre? Je crois que, je pense en premier lieu à l'école et au langage. Faire l'effort, que je me rappelle, c'est Benoît de Groot qui a amené la féminisation des métiers. Moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre dans mon parcours de réflexion féministe pourquoi c'était important. Je me disais, mais... Et puis en fait, si, ça l'est, parce qu'en fait, ça rentre dans des habitudes. Et pour moi, le fait de pouvoir inclure dans le langage des vérités possibles et des futurs possibles, c'est plus important que de dénaturer ou pas la langue française. Et puis, je pense que l'école, elle fait beaucoup là-dessus. Et ça passe par des apprentissages, mais aussi peut-être des comportements de la part des encadrants dans les petites classes. Il y avait un podcast que j'ai trouvé super, c'était dans Les couilles sur la table, qui parlait de la socialisation genrée des enfants et sur la manière dont en maternelle, les surveillants ou les profs socialisaient déjà différemment. Je veux dire, je ne le pointe pas du doigt parce que je trouve que tout le monde fait pareil, quoi. Mais il y avait des solutions qui étaient apportées et ça, je trouve ça assez intéressant. Et du coup, vous, je suppose, vous avez été dans une école, donc justement, est-ce que vous avez été dans une école où il y avait déjà ces stéréotypes de genre est-ce que vous avez vécu cela? Les stéréotypes de genre dès votre plus jeune âge, vous étiez par exemple stéréotypes par rapport aux garçons? J'imagine, ouais. J'imagine, je pense que c'était aussi, j'étais pas du tout armée de la même manière, donc ça me sautait pas du tout aux yeux pareil, mais je crois que le premier exemple qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'était quand j'ai commencé à faire du rugby après mon bac à l'IEP de Toulouse. Et je sais pas, j'avais un peu la fleur au fusil, quoi. Moi, ça me faisait tellement marrer de découvrir un nouveau sport, faire partie d'une assoce, de me faire des copains et des copines, c'était vraiment... Et les réactions, j'ai trouvé ça hyper surprenant. Et même de mes amis qui n'étaient pas forcément dans l'école, qui voyaient les photos, je me rappelle d'une copine qui m'a dit « Ah ouais, c'est quand même pas super de te voir dans un maillot de rugby plein de bouche. » Si, moi ça m'amuse vachement, quoi. J'adore. Mais je crois que vraiment j'avais été très naïve sur ce point-là. De toute manière, vous en parlez dans votre livre. J'aimerais passer au chapitre 5 qui s'intitule « Ce sont des trucs de bonnes femmes ». Dans ce chapitre, vous citez plusieurs auteurs, dont Mona Chollet et Simone de Beauvoir. Comment ces personnes, elles vous ont influencé, vous, en tant que personne, et aussi pour écrire votre livre? Bon, déjà, Simone de Beauvoir, je n'ai pas réussi à aller au bout. C'était vraiment un gros livre, quoi. Bon, je sais à quel point c'était monumental comme travail et c'était pionnier. C'est assez passionnant quand on voit des interviews d'elle. Et puis c'est une autre époque avec une manière de parler que je trouve assez incroyable. Et Mona Chollet, ce qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser, via mes études, j'ai fait un peu de sociaux, etc. Et il y avait des espèces de thèmes qui étaient les institutions étatiques, ce genre de choses, et moi ça m'intéressait pas du tout. Et j'ai fait mon mémoire sur le tatouage, par exemple. Et moi j'avais un prof qui m'avait dit qu'il y avait des thèmes qui n'étaient pas du tout valorisés dans la sociologie. Il y avait un biais, en fait, il y avait des choses sérieuses et des choses pas sérieuses. Et Mona Chollet,
j'ai adoré, elle arrive avec un livre sur la beauté ou sur les sorcières et elle le développe. Alors, enfin, je trouve ça, enfin, j'adore quoi, le travail qu'elle fait, il est énorme, en même temps il est hyper accessible et c'est super pop et ça redonne une espèce de lettre de noblesse à un sujet qui peut être perçu, qui peut être un peu méprisé. Et ça, je trouve ça fascinant. Après, moi, l'autrice qui m'a vraiment fait briller, c'était des pentes, quoi. Quand j'ai lu King Kong Theory, je crois que j'avais commencé à le lire une première fois et j'avais pas du tout compris. Et j'y suis revenue avec un petit peu plus de connaissances, un peu plus de sensibilité. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et je sais que tout le monde ne l'aime pas, et qu'il y a plein de gens qui mettent en question ce qu'elle dit, mais la force de la colère et de la manière dont elle dit les choses, et moi, ça m'a vraiment laissé bête, quoi. J'étais très, très impressionnée. Est-ce que cette personne, au fond, ne vous a pas donné envie de vous aussi écrire votre livre, de poser votre pierre à l'édifice? Alors oui, et en même temps, j'ai fait tout ça en sachant que je ne serais jamais Virginie Despentes, ni Mona Chollet, mais c'est pas grave, il n'y en a qu'une, et voilà, et oui, ça m'a donné hyper envie, et je sais aussi que ce livre-là, il est pas du tout sur les... Enfin, il est pas du tout comme le récit d'une femme comme Virginie Despentes qui a eu 1000 vies, c'est pas du tout ça, quoi. Je me mets pas du tout au même niveau, c'est beaucoup plus... c'est un discours avec mon père, c'est vraiment doux et calme, quoi, comparé à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que l'idée de mettre une pierre de plus, ça m'a un peu réconfortée, parce que je me suis dit que je serais jamais ni l'une ni l'autre, mais moi aussi je mets ma petite pierre. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est mieux que rien, surtout quand on a des convictions et que on peut les partager au plus grand nombre, pour justement partager tout le monde. Vous dites à la fin du chapitre 5 qu'il faut arrêter de mépriser la moitié de l'humanité, donc arrêter de mépriser les femmes. Est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, vous sentez des fois méprisé par des personnes comme ça? Est-ce que ça vous arrive? Ouais, j'ai beaucoup de mépris pour les gens qui me méprisent en général, donc la boucle est assez rapidement bouclée. J'ai pas d'exemple d'interaction directe, en tout cas pas récemment, d'un mépris frontal. Ce qui me touche plus, c'est par exemple, mettons des regards très appuyés dans la rue. Pour moi, ça c'est un mépris de mon intégrité et c'est l'idée que la personne qui va, allez, mettons les hommes qui vont faire ça, ils sont plus OK avec le fait que eux, ça les amuse de faire ça, qu'avec le fait que moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. Et ça c'est ce mépris-là de comment je vais faire sentir la personne à qui je vais subir ça. Voilà. Plus, c'est ça qui me touche beaucoup dernièrement. Oui, vous parlez du mépris beaucoup, et est-ce que ça vous touche aussi est-ce que vous avez vu des témoignages justement de personnes de votre entourage, par exemple, qui se sont senties méprisées, que ça vous a poussé à développer ce point dans votre livre? Je crois que c'est tout le temps en fait. Hein. C'est un petit peu partout, un petit peu tout le temps. J'ai l'impression que j'entends dernièrement dans mon entourage moins de choses très frontales, très directes, très très violentes. Et ça, c'est peut-être un baromètre que les choses vont un peu dans le bon sens, mais les petites choses comme ça, un peu sensibles, qui d'ailleurs sont difficiles à repérer parce que souvent ça se joue à peu et les personnes extérieures à la scène peuvent difficilement remarquer. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Elles peuvent difficilement remarquer et encore moins du coup agir parce que ça se produit. Oui, tout à fait. Dans le chapitre 9, vous parlez de la sexualité de la femme, il s'intitule « J'ai entendu dire qu'elle avait la cuisse légère ».
Donc, la sexualité de la femme, du coup, elle est beaucoup mise en avant dans la société, plus que celle de l'homme en tout cas. Est-ce que vous pensez que vraiment il faudra arrêter, même si c'est peut-être pas encore possible maintenant, mais ça tend à se faire, d'arrêter de considérer les personnes par leur sexualité plutôt de les considérer comme une personne normale par qui ils sont? Quand tu dis sexualité, c'est orientation sexuelle. Quand vous dites orientation sexuelle. Ah bah oui, évidemment, ça c'est une certitude absolue. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites, écrites là-dessus. Et j'ai écouté un podcast il y a pas très longtemps sur la sexualité, qui s'appelle Free From Desire, qui est génial, qui donne sur le parcours d'une jeune femme qui cherche des réponses et qui les trouve, et c'est vraiment super. Donc oui, arrêtez de définir. C'est surtout que je pense que quand on a une sexualité dite normale, dite dans les codes, à la limite, on peut passer un peu sous les radars. C'est dès que ça sort un petit peu de la norme, que ce soit une orientation sexuelle, ou alors des pratiques, ou alors parce que ça se sait que telle femme a plus de rapports sexuels que ce qui est considéré comme ce qui devrait être bien. C'est là où ça ne devrait pas être un point d'accroche, ni de jugement, ni quoi que ce soit, en fait. Et surtout, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que la manière dont on juge, dont on promeut ou présente la sexualité masculine et la sexualité féminine, elles sont éminemment différentes, avec cette histoire de passivité, d'un désir qui serait moindre, et d'un côté pour les femmes et de l'autre le fait de conquérir, de prendre, je trouve que c'est vraiment un fondement qu'il faut mettre à mal au plus vite, quoi. Parce que pour moi c'est vraiment le début de la culture du viol, et je trouve qu'il faut dire, il faut produire des savoirs là-dessus pour changer ça. Du coup, ce serait lié un peu au tabou de la sexualité. Ouais, et puis oui, tout à fait. Je pense que moi je crois très très fort que plus on en parle, plus on a de discours différents, plus on a de témoignages différents, plus on a de possibilités à dire ce qui se passe dans l'intimité, plus on peut débattre et peut-être protéger aussi les gens. Tout ça, il faudrait, au niveau de la société, parce que je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans la société, et pour cela, il faudrait que la société change, et du coup, comme vous dites, grâce à des écrits, grâce à des productions, il faudrait que cela puisse changer la mentalité des gens. Mais je pense qu'il n'y a pas... c'est global, c'est circulaire, mais il n'y a pas, en fait, tout doit avancer en même temps. Il ne faut pas attendre que la sexualité ne soit plus un stigma. Enfin, ça va se faire ensemble. Donc ça, vous en parlez quand même dans le chapitre 9, qui j'ai entendu dire qu'elle avait la fiche légère. Vous parlez aussi dans ce chapitre du féminisme de la 4e vague. Donc c'est un féminisme qui prend en considération les femmes qui utilisent la connaissance de leur sexualité, justement, qui l'utilisent un peu comme une arme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le féminisme de la 4e vague, peut-être un peu pour expliquer? Donc je vais y aller avec des pincettes parce que je pense que c'est un mouvement qui est encore en train de se faire. Et puis, voilà, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives sur ce qui est en train de se passer, mais je pense beaucoup à, par exemple, tous les comptes militants sur Instagram qui ont pris le clitoris comme un symbole de puissance. Je pense à, par exemple, Camille Fragometti qui a écrit là-dessus. C'est vraiment alors, il y a eu le féminisme pro-sexe qui disait globalement que se réapproprier sa sexualité, c'était faire preuve de puissance, mais du coup avec des convictions comme par exemple, je pense à Ovidie ou à des femmes comme ça, donc des femmes qui ont des expériences dans la prostitution, dans les films X, quelque chose d'assez militant, voilà, une espèce de réappropriation complète de la sexualité et de tous les codes de la sexualité pour dire, moi, ce n'est plus un lieu
c'est plus un lieu de souffrance, c'est plus un lieu de soumission, c'est un lieu de puissance. Et là, on va vers quelque chose où justement on est capable de dire que le vrai féminisme, c'est la liberté du choix à propos de ça. Voilà, on appelle aussi ça la génitalité du féminisme, le féminisme méta. Donc c'est l'idée de reprendre de se réapproprier le corps entièrement. Parce qu'il y a quand même des femmes qui n'étaient pas vraiment d'accord avec le féminisme, justement, où ça parlait beaucoup de sexualité, là qui disait qu'il n'y a pas que ça. Donc c'est ça que vous interprétez le féminisme de la quatrième vague. Je pense, oui, et puis je me rappelle d'un article sur Slate de Ovidi, donc, qui était vraiment une figure de proue du féminisme pro-sexe en France, qui disait qu'elle avait longtemps cru que la révolution se faisait au lit, et elle en revenait en fait en disant que finalement peut-être pas. Et finalement, c'était peut-être pas grave de ne pas avoir très envie de faire de sa sexualité une espèce de puissance complètement invincible et un lieu de pouvoir énorme. Mais moi j'aime bien que tout soit pas figé et j'aime beaucoup l'idée que des femmes comme ça. Ovidi, par exemple, elle a écrit Pornocratie, qui est un livre qui est complètement pro-porno féministe en l'occurrence et un peu contre le porno comme mainstream, et voilà. Mais qui est quand même assez ouf et elle revient dessus. Et ça, je trouve ça super intéressant. On va dire que les choses changent et que les époques elles changent et qu'on a de toute façon pas les mêmes impératifs en fonction des différentes époques. Et vous pensez qu'après le féminisme de la quatrième vague, il y aura encore des autres vagues de féminisme? Je sais pas. Je sais vraiment pas. J'ai pas du tout envie de. Je pense que je dirais des grosses bêtises et en fait j'ai vachement de mal à imaginer l'avenir, donc j'ai une difficulté à. Dans le chapitre 17, qui s'intitule On ne peut plus rien dire, donc une phrase, je pense que beaucoup ici ont entendu, qu'on entend quand même assez quotidiennement, c'est une phrase. Vous parlez de la crise de masculinité des hommes, donc qui se sentiraient inférieurs alors qu'on prône l'égalité. Est-ce que vous avez déjà rencontré ou parlé avec des hommes justement qui étaient en crise de masculinité, si je peux dire ça comme ça? Non, il n'y a jamais personne qui est venu me voir en me disant que ça va pas du tout. Finalement, est-ce que le premier truc de cette crise de la masculinité, il ne se loge pas dans... je vais raconter une expérience à un copain en lui disant que j'ai quand même pas trop kiffé ce qui s'est passé. Il va me dire « Non mais ça va, c'est pas si grave » ou non mais ce que tu dis là, tu changes les faits ou tu exagères. Je pense que ça se loge aussi dans ça, dans le fait de dire, ce qu'on appelle le doxing, le fait de dire non, t'as pas ressenti ça, ou c'est pas comme ça que ça s'est passé, etc. Donc, il y avait j'ai vu un truc il n'y a pas très longtemps, je ne saurais plus citer la source malheureusement, mais en gros, suite à MeToo, il y a eu une lettre signée entre autres par Catherine Deneuve et d'autres femmes qui, fut un temps, avaient été considérées comme des féministes, progressistes, etc., qui portaient sur le droit d'importuner. Je ne sais pas si ça vous parle. Et en fait, elle expliquait globalement que les femmes de MeToo ou qui avaient utilisé le hashtag Balance mon corps étaient des saintes vierges effarouchées, ou étaient des gamines qui avaient besoin d'être aidées, ou en tout cas faisaient passer les femmes pour telles. Et donc beaucoup d'hommes aussi qui disaient on ne peut plus draguer, etc. Et je trouve ça assez fascinant de se dire que le fait de questionner un comportement comme celui-là paraît complètement incroyable, et c'est bien quand même le privilège d'une classe dominante que de n'avoir jamais eu à se questionner sur ses propres pratiques. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, vraiment je retrouve qui a dit ça parce que c'est très intelligent. Je trouve ça assez fou. Mais non, je suis pas certaine. Après, il y a plein de gens qui adorent utiliser ces discours-là, la crise de la masculinité, mais un des propres de la crise de la masculinité, c'est qu'elle a toujours existé, quoi. Donc ça ne peut pas être une crise si ça existe tout le temps. C'est pas possible. Ce serait plus un comportement. Ouais. Et pensez-vous que des hommes qui, justement, qui disent des phrases et après on ne peut plus rien dire, pensez-vous qu'ils se rendent compte que certaines de leurs paroles, elles sont problématiques, elles sont sexistes, ou
si on ne leur dit pas, ils ne se remettront jamais en question. Je suis sûre qu'il y aura forcément des phrases qui sont faites pour insulter, pour minorer les femmes qui sont en face d'eux. Mais il y a aussi un nombre incalculable de phrases qui paraissent tellement banales, anodines, tellement normales, et qui n'ont pas ce but-là, qui sont vraiment juste là. Comme certaines de vos phrases. Ah mais non, moi je pense que mon père n'a jamais voulu me faire du mal. C'est une certitude. Je pense que ça lui paraissait complètement classique, banal, et que oui, pouvoir dire, et puis je crois que là, pouvoir dire dans l'intimité d'une relation, là, une relation avec mon père, mais ça peut être une relation avec des copains, ou un petit copain, ou pouvoir dire, juste là, ça me peine, ou je trouve ça vraiment bête ce que tu es en train de dire, je pense que ça aide, oui. Et est-ce que vous pensez justement ces hommes qui ne se rendent pas forcément compte du coup que leurs phrases sont métiers, est-ce que vous pensez qu'ils seraient amenés, si on leur proposait, de lire votre livre et ou de l'acheter justement pour qu'eux ils se remettent en question et changer un peu leur point de vue sur le sujet? C'est marrant parce qu'au début, je pensais vraiment que j'allais écrire un livre qui serait acheté par des hommes. Bon, apparemment pas. Des retours que j'ai, c'est plutôt acheté par des femmes, ou alors par des femmes pour des hommes. Donc là, on voit même le mouvement, il vient de... Et je sais pas, là, j'aurais du mal à... Tiens, on va pas prendre les mecs par la main pour leur dire tiens, fais ça, lis ça, c'est qu'on peut pas tellement, en fait, on peut pas tellement l'envie, on peut tellement le courage. Si ça les intéresse, moi je suis ravie et je suis toute prête à discuter de plein de choses. Vous avez déjà eu des retours justement d'hommes justement par rapport à votre livre ou pas? Non, les seuls retours d'hommes par rapport à mon livre, c'était des copains, donc c'est un peu biaisé, quoi. Qui sont des gens avec qui j'avais déjà eu des discussions en amont, avec qui on a fait aussi un peu le chemin en parallèle, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et puis on a la gentillesse de me dire qu'ils sont très contents voilà, que je fasse ça. Mais non, j'ai eu des copines, des connaissances qui m'ont dit figure-toi que j'ai trouvé le livre que j'avais laissé sur la table basse dans la chambre, sur la table de nuit de mon père, ou alors que je ne trouvais plus mon livre, en fait c'était mon frère qui l'avait. Ça c'est cool, ça me fait super plaisir. Mais du coup, je pense que, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, vous écrivez un deuxième livre, et est-ce que, enfin, sur quel thème ce sera? Ce sera sur le devoir conjugal, et ce qu'il en reste ou pas depuis voilà, sur les héritages de la sexualité, et sur la possibilité d'inventer d'autres sexualités et d'autres conjugalités. Donc c'est plus du tout un livre adressé à votre père ou... Ah non. C'est pas une dédicace. On va dire qu'il m'a proposé d'en parler, je suis là, non, ça va, je vous remercie. Donc non, mais bon, c'est un livre avec un point de vue qui est, voilà, qui est évidemment féministe. Et vous sortira quand, du coup? Normalement, c'est pour le printemps. Je n'ai pas de date encore, on est en train de finaliser le manuscrit. Toujours aux éditions de vie? Toujours aux éditions de vie, avec Mathilde, mon éditrice, qui m'a rembarqué pour une deuxième aventure. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole justement si vous avez des questions. Du coup, n'hésitez pas à lever la main. Fanny est là pour ça. Allô? Alors, ça m'étonne quand même que vous soyez étonné par le fait que ce soit plus des femmes qui achètent votre livre. Parce que finalement, votre livre, c'est plus pour expliquer, de base, c'est lié, expliquer à votre père les phrases justement qui vous sortent. C'est plutôt beaucoup plus, pour moi, c'est plus une invitation aux femmes
de se défendre finalement par rapport à ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, ça ne m'étonne pas que ce soit des femmes qui achètent votre livre. Après, lui, je veux dire, bon, ici, il n'y a pas énormément d'hommes. Donc, lui, je trouve que c'est tout à fait assez triste de ne pas avoir d'hommes présents ici. Bon, monsieur Hugo, regardez, nous. Ouais, en fait, je pense surtout que le livre, il a pris au tout début, il n'était pas avoir tout à fait cette force-là, il était plus à même de parler à des hommes, vraiment à des papas, quoi. Mais c'est vrai que c'est devenu un outil qui serait peut-être finalement l'outil que j'aurais bien aimé avoir à un moment, qui compile un peu tout. Et donc je comprends que ce soit un livre qui attire plus des personnes qui sont déjà intéressées par le sujet, donc potentiellement des femmes. Donc en effet, c'est peu surprenant que ce soit les femmes qui l'achètent. Sur la question de l'intérêt des hommes pour le féminisme, moi j'ai toujours pas réglé Enfin, c'est un gros point d'interrogation, je ne sais pas du tout pourquoi il y a pas beaucoup d'hommes qui ont très envie de se renseigner là-dessus, enfin si je le sais un peu, mais bon, voilà, c'est encore une réflexion que je fais, et puis surtout j'attends là, moi j'ai 30 ans, vous en avez 20, je pense déjà qu'il y a un chemin qui a été fait, et je suis très curieuse de savoir quels seront les effets de tous les discours actuels sur les générations à venir. Vraiment curieuse. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci. Bah, écoutez, là, Simon m'a envoyé la perche. Mais j'ai une simple question en définitive. Je voudrais revenir au départ. Je vais vous en donner plusieurs. Je voudrais d'abord avoir la réaction de vos sœurs aussi par rapport à vous et vos parents. C'est important dans une famille. Comment on fait la transmission. Et là, on touche à l'éducation. Vous avez parlé de l'école, c'est important. Et si je parle de l'éducation, c'est alors effectivement, on est tous le fruit de son éducation. Je vais parler de la mienne. Peut-être que moi j'ai trouvé très intéressant que vous parliez extrêmement librement, avec des mots très justes. Un mot aussi sur l'illustration qui est détonnant, c'est de la dynamique, et c'est très bien vu. En fait, si je me suis retrouvé dans ce livre-là, c'est pas pour des valeurs féministes, c'est pour le partage des rôles dans une famille aussi. Mon père, il se trouve, je vais parler un peu de mon histoire personnelle, mais mon père, il se trouve qu'il a fait beaucoup de tâches, contrairement au vote, avec ma mère, il participait à beaucoup de tâches à la maison. Donc en fait, son modèle, c'était ce qu'il nous a transmis, et non pas dans la culture. Donc, on le fait très, très simplement, hein, que ce soit des tâches ménagères, que ce soit d'autres stages. Et c'est important la transmission entre l'école et l'éducation aussi familiale. Je vais passer à un autre sujet, et puis je vous laisserai répondre. Votre livre, en fait, est-ce que vous le définiriez comme un livre pratique, un essai ou un pamphlet? C'est une question non, c'est pas une question de classement, c'est un essai, c'est-à-dire c'est un livre qui fait durer. Un pamphlet, c'est un coup de gueule. Et un livre pratique, il peut servir. Et il y a quelque part, je vais vous laisser répondre parce que là, j'avais très bonne réponse. Voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Par rapport à l'éducation, c'est très intéressant que vous le souligniez parce que je me suis beaucoup posé la question. Donc c'est évidemment que mon expérience. Donc j'ai le droit de la partager que comme telle. Mais je me suis beaucoup posé la question sur qu'est-ce qui faisait partie de mon éducation et qu'est-ce que les gens allaient retrouver. C'est-à-dire qu'est-ce qui était vraiment que dans mon éducation ou qu'est-ce qui était ce sur quoi les gens pouvaient se reconnaître. Par exemple, dans le livre, il y a mon papa, il a un tic, il appelle toutes les familles par le prénom de l'homme. C'est-à-dire que j'ai des cousins. Il y a Arnaud, Natacha et leurs 3 enfants. Il va dire les Arnaud.
Bon, bah ça, je pense que c'est vraiment typique Hervé en Somme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui fait pareil. Donc j'ai essayé de faire le tri entre ce qui était relatif à une éducation, ce qui était relatif à un système social, ce qui était relatif à des relations interpersonnelles. C'était un petit peu compliqué, quoi. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ça parle au plus de monde. Et par rapport à la fratrie, et ben, il se trouve que mes sœurs ont été hyper touchées par le livre, elles se sont beaucoup retrouvées, elles étaient très contentes. Elles ne sont pas du tout aussi à fond que moi dans le féminisme, loin de là. Elles étaient ravies d'avoir des outils pour parler avec, voilà, avec des hommes, pour expliquer des situations qui les mettaient mal à l'aise, inconfortables ou en colère. Mon frère n'a pas lu mon livre. Voilà. Et je ne sais pas si ça arrivera un jour. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. En tout cas, moi, il est dans sa bibliothèque, il en fait ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas faire plus que lui offrir mon livre. Voilà. Mais je crois aussi que... J'ai fait une conférence là, au moment de Noël sur les repas de famille et le féminisme. Et je me suis rendu compte que je ne sais pas très bien si ça a trait à ma personnalité ou pas, mais j'ai quand même la chance d'avoir des gens autour de moi, qu'il s'agisse de mon père ou de mon frère, où on peut se dire, avec mon père, j'ai pu lui dire tout ce que je lui ai dit, et mon frère, on peut se dire, t'as pas envie de lire le livre? Moi, j'ai écrit ce livre-là, on n'en parle pas, on passe à autre chose et on peut passer des moments ensemble. Donc, je ne sais pas si je fais preuve de beaucoup de compréhension et de résilience, ou si on décide que ces grands écarts politiques et de conviction ne viendront pas gâcher notre relation. Voilà, je pense que c'est pas possible partout, tout le temps. En l'occurrence, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place. Et par rapport au livre, bah, écoutez, je pense que je n'aurais pas pu définir un pamphlet ou un essai de manière très exacte. Le problème avec l'essai, c'est que j'ai l'impression que ça doit se réclamer d'une méthodologie hyper particulière, qu'il s'agisse de la sociologie, et je ne peux malheureusement pas m'en réclamer parce que je n'ai pas la formation, j'ai pas la méthodologie, j'ai pas eu la méthodologie adéquate. J'ai essayé de citer le max de sources possibles parce que j'avais besoin de cette assise intellectuelle et que je trouve ça tellement fantastique que les gens qui ont réfléchi là-dessus, qui sont des têtes, enfin, c'est vraiment que j'avais hyper envie d'en parler et que j'ai besoin de ces gens-là, de ces théories-là pour asseoir un propos. Mais malheureusement, je ne suis pas sociologue. Un pamphlet, ça me paraît un peu... j'aurais imaginé quelque chose de plus violent, de plus acide, de plus acerbe. Et en l'occurrence, j'ai pas l'impression que c'est le cas. En fait, ça s'adapte entre les livres pratiques et l'essai, en fait, avec des outils et puis un peu de réflexion. Voilà. Nous, à la librairie, on va classer patrimoine dans la Cholet. Oh, merci. Je suis contente. Je pense très sincèrement qu'en fait, les livres, ils rayonnent entre très bien avoir une théorie. Dans les Cholet, en fait, elle a la théorie, en fait, elle apporte beaucoup de pratique aussi. En fait, non, le fait que vous soyez pas on va jeter des fleurs, je pense que c'est la théorie. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis sur les vêtements pour aller à l'école. Parce que, par exemple, l'année dernière, j'avais mis, c'était le début de l'année, donc il faisait encore bon, et j'avais mis un cours. Et il y a une professeure à moi qui m'a dit si tu ne fermes pas ton gilet, tu ne rentres pas dans mon cours. Ou une fois, ma CPE à l'internat m'a fait une remarque un peu déplacée, et m'a dit oui. Imagine ce que les cuisiniers pensaient et tout dans leur tête. Du coup, c'est pour savoir. Ça doit être très agréable comme expérience. Oui. Je trouve ça, je trouve ça, toutes ces réflexions-là, elles me choquent beaucoup si. Elles me choquent beaucoup si elles sont, si ça veut dire tu ne peux pas t'habiller comme ça parce que ça va, j'en sais rien, exciter le désir de gens. Ça me choque. En revanche, il y a
comment le dire? Je trouve qu'il y a un truc avec l'école ou même le travail. Non, je vais dire autrement. Je pense qu'il y a des fois, et moi la première, quand j'étais plus jeune, j'avais très envie de montrer tout le temps mon corps et d'être très désirable, très désirée. Je marchais que comme ça. Je pense qu'il n'y a rien de condamnable à ça, mais à posteriori, je me rends compte que heureusement qu'il y avait des adultes qui étaient là pour me dire aussi, alors souvent en me le disant très mal, pas du tout dans les bons termes, pas du tout dans mon contexte, en me disant bah, attention parce que c'est pas toi qui fais quelque chose de mal, mais il y a des choses mal qui peuvent arriver parce qu'il y a des gens qui sont encore dans ce genre d'état d'esprit. Et puis un autre truc, je ne sais pas si ça peut se lier, mais moi, que ce soit dans le travail ou dans l'école, j'ai toujours quand même eu à cœur. Je trouve qu'il y a des tenues de semaine et des tenues de week-end, c'est peut-être très old school, mais ça c'est plutôt pour une espèce de manière de se présenter, qui n'est pas du tout liée à la sexualité du coup. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que fermer les portes du savoir à quelqu'un parce qu'il n'est pas habillé comme on le souhaite, c'est nul et non avenu, ça ne devrait pas avoir lieu. Et que la violence de propos que tu as dû recevoir, c'est assez odieux, quoi. Je ne sais pas si j'arrive à être claire et balancée dans ce que je dis. Si, c'est bon. Et comment tu l'as ressenti, toi? Moi, ça m'énerve. C'est-à-dire qu'ils disent des trucs comme ça, je me dis, mais ils n'ont pas dans la tête, quoi. Et voilà. Je comprends. Ça s'est apaisé depuis? Bah, je pense que ça n'arrive pas qu'à moi, mais moi, pour l'instant, non, on m'a pas redit les choses. Donc ça va. Bon, j'espère que ça va rester comme tel. Merci. 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 Je suis de retour. Je vais vous la veiller d'inscription encore une fois. Juste, bon, je voulais intervenir donc, par rapport à la dernière question. Hein, donc, Sylvain Pompeux, ce n'est pas ici que c'est arrivé. Voilà. Ensuite, donc, après, je vais détourner un peu ma question parce que j'ai eu un petit problème similaire à celui dont cette jeune fille vient de parler. Ici, un étudiant dans mon département avait un t-shirt avec des mots, des simples mots, un petit peu, comment on va dire, un petit peu osé. Et effectivement, donc on a eu un incident et on a pu traiter de la manière la plus cordiale et la plus raisonnable possible. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas forcément au niveau vestimentaire de jeunes filles et que ce type de choses peuvent arriver. Moi j'avais envie de vous poser deux questions. Il y a aussi quelque chose qui m'a fait sourire parce que vous parlez de votre expérience dans le rugby. Ma fille, c'est exactement pareil. Donc elle a fait du rugby. Je me demandais si éventuellement ma fille ne pourrait pas me dire la même chose. Le féminisme expliqué à mon père. Donc je lui poserai la question. Donc moi les deux questions que j'avais sont les suivantes. La première, donc, je n'ai pas lu votre livre, je tiens à le dire, je le ferai. Quand vous dites le féminisme expliqué à mon père, je comprends le contexte, mais est-ce qu'à votre avis, on pourrait également dire le féminisme expliqué à ma mère? Est-ce qu'il y aurait des contextes, moi je pense que oui, mais j'aimerais avoir votre avis, s'il y a des contextes où la question pourrait se poser vis-à-vis de sa maman, et pas forcément vis-à-vis de son papa. Et puis, deuxième question que je voulais vous poser, vous l'avez vu sans doute, donc on a commencé l'année 2022 dans des conditions extrêmement délicate, incroyable. Je ne parle pas de la pandémie, je parle de la violence faite aux femmes. Le 1er janvier 2022, il y avait déjà, je crois, 2 voire 3 féminicides. Moi, j'aimerais connaître quel est votre regard par rapport à ça, quel type d'action pourrait être entreprise. Parce que ça, de toute évidence, c'est un poison de notre société. L'année a à peine commencé. 3 féminicides déjà. Merci. Merci. Je pense que si je devais expliquer le féminisme à ma mère, comment dire?
pense qu'en expliquant le féminisme à mon père, d'une certaine manière, je lui explique ma féminité. Et ça me paraît moins douloureux et moins compliqué d'expliquer ma féminité à mon père qu'à ma mère. Ma mère, il y a plein de choses sur lesquelles elle était assez libérée. Ma mère est très fêtarde. Elle est assez rock'n'roll. En vrai, elle venait me chercher à l'école avec des cuissardes et j'étais là, genre, qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Mais il y a des choses sur lesquelles, encore aujourd'hui, à 30 ans, on ne peut pas discuter. C'est-à-dire que des choses relatives à la séduction, aux relations amoureuses ou au corps, elle ne bougera pas d'une ligne. Et ça, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas possible pour moi de discuter avec elle. Mais je pense que peut-être qu'ici, il y a des jeunes filles qui seraient beaucoup plus prêtes à parler à leur mère de féminisme qu'à leur père. En tout cas, moi, c'est pas mon cas, quoi. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que j'attends de voir à quoi je ressemblerai aussi quand j'aurai eu 4 enfants et j'aurai travaillé tout le temps, etc. Et là-dessus, même si je suis très critique par rapport à ma mère, j'ai un peu d'humilité de me dire, bon, il y a un moment, est-ce qu'elle n'a pas aussi fait comme elle pouvait, à un moment donné, avec une éducation, on y revient, très catholique déjà d'une part, assez bourgeoise, et puis voilà, des contingences matérielles, etc. Voilà. Et par rapport au féminicide, moi, ça me brise le cœur. En fait, je trouve ça fou qu'il y ait encore qu'il y ait des gens qui ne se rendent pas compte à quel point ça fait partie du système global. C'est comme si c'était des faits divers. C'est pas des faits divers, c'est une pierre d'un système violent envers les femmes. Et c'est la pierre la plus visible et la plus choquante. Et j'aurais beaucoup de mal à vous dire ce qui peut être fait. Moi, je pense beaucoup à la formation pour recevoir la parole des femmes. Ça, je trouve que c'est hyper important que les gens soient formés à voir quand il y a une vraie urgence. Mais il me semble qu'il y a des lois récemment qui ont été faites où les médecins et les juges peuvent, les médecins peuvent prévenir, les juges peuvent ordonner des non-accès au domicile à l'homme, etc. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas toutes les lois, mais je crois qu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Et d'une manière globale, je pense qu'il faudrait... moi, les féminicides, ça me... Surtout les féminicides qui se passent au moment de rupture. Vraiment l'idée de se dire, cette femme ne va plus m'appartenir, donc je la fais disparaître. Et je pense que quand on a compris ça, on se rend bien compte qu'il y a un problème de possession, en fait, dans le désir des hommes qui sont, dans ces cas-là, des meurtriers, quoi. Bonsoir. Du coup, j'avais une remarque. Au début, vous avez dit que vous aviez eu des... Quand vous parliez avec votre père, vous n'arrivez pas à vous exprimer parce que vous étiez trop sensible, et vous en parliez comme si c'était de votre faute, en fait, comme si c'était votre faute. Enfin, je ne sais pas dans quelle manière vous exprimez votre sensibilité, mais est-ce que lorsque vous aviez une divergence d'opinion avec lui, il n'y avait pas une sorte de domination de l'homme et du père sur la fille, l'enfant, qui vous empêchait en fait de vous exprimer, ou alors dans la façon qu'il s'exprimait avec vous, il n'était pas dans l'écoute ou... C'est une super bonne question. Je pense qu'il y avait ça, mais plus dans ma tête à moi que dans ses gestes ou ses paroles à lui. C'est pas du tout un homme qui va me couper la parole ou m'impressionner. On n'a pas du tout une relation de peur. Moi, j'ai pas vraiment eu peur de mon père. Il est plutôt extrêmement gentil, extrêmement doux. Mais en revanche, ça reste mon parent. Et en fait, face à mes parents, j'ai quand même du mal à sortir de cet état d'enfant, quoi. Et donc tout ce qu'il disait résonnait beaucoup plus que n'importe qui. Mais je pense que c'était vraiment dans des constructions que j'ai, et puis aussi une éducation qui a toujours été du haut vers le bas, et où j'ai jamais eu l'impression
C'est peut-être ça aussi qui me satisfait avec ce livre, c'est que j'ai l'impression d'apprendre des choses à mes parents, ce qui n'a jamais été le cas avant. Donc je pense que c'était dans une construction, oui, c'était dans la construction, j'avais plus dans ma tête que dans les faits, vraiment, je crois. Merci pour ta question. Bonsoir. Bonsoir. J'avais deux petites questions. La première, c'était au début, vous avez parlé de podcasts que vous avez écoutés. Est-ce que vous en aurez quelques-uns à recommander ou voilà. Et la deuxième, c'était, on a parlé du fait qu'en général, les gens qui lisent ce genre de livres, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés au sujet, mais du coup, comment, si on a envie de faire découvrir à d'autres personnes qui ne sont pas forcément justement sensibilisées à ça, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà. Pour les podcasts, moi, ma plus grosse référence, c'est un podcast à soi. Je ne sais pas si vous l'avez écouté ou pas, mais je trouve que le travail de Charlotte Bien-Aimé, il est complètement dingue, quoi. La manière dont elle arrive à croiser plein d'auteurs et d'autrices et de théories, et puis des témoignages hyper touchants, et il est hyper bien fait. Les épisodes sont super longs, il parle de plein de choses, dont un double épisode sur l'écoféminisme qui est vraiment super intéressant. Les couilles sur la table, j'ai trouvé ça vraiment bien vu aussi. Donc là, qui parle plus de la masculinité, mais en apprenant sur la masculinité, on apprend évidemment sur la construction du système patriarcal. Et qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Il y a une série de Océan, qui est un homme trans qui a documenté sa transition. D'ailleurs, le reportage télé est vraiment trop cool. C'est super bien. Il a fait 2 documentaires. Il a fait un documentaire sur le travail du sexe, et c'est très intéressant. Voilà. Je suis un peu une folle de podcast, donc j'en écoute absolument tout le temps. Bien sûr, il y a certains épisodes des Pieds sur Terre qui parlent de ça aussi. Qu'est-ce que... Je pense que c'est les plus grandes références là, que je viens de vous donner, c'est vraiment celles qui m'ont le plus marqué. Et par rapport au fait de faire découvrir, moi alors il faut l'ouvrir, c'est sûr, mon livre, mais j'ai vraiment essayé de faire un effort énorme sur le fait de commencer tout petit, quoi. Je commence par les stéréotypes, ce qui est vraiment la base de la base quand on veut construire un peu le patriarcat et parler un peu de féminisme. Et j'ai eu vraiment envie de partir de connaissances super, qui sont vraiment super accessibles pour venir à des choses beaucoup plus pointues. Par exemple, mon papa, je crois qu'il a saturé au moment où je parlais de parcours trans et de transidentité. Pour lui, là, c'était beaucoup, quoi. Alors que moi, ça me passionne complètement. Je trouve ça... je trouve que tout ce qui apparaît en ce moment comme savoir sur ces sujets-là, je trouve que c'est fondamental pour continuer à avancer. C'était un peu la pierre manquante et je trouve ça génial. Donc déjà, voilà, peut-être que en commençant le livre par le début, il y a moyen d'essayer d'accrocher un peu, et sinon, je crois qu'il ne faut pas hésiter à... Parce qu'il y a plusieurs choses, il y a des choses qui parlent de féministes et il y a des choses qui sont féministes. Je sais pas, un film réalisé par une femme, c'est déjà énorme. Et à l'époque, moi, je sais pas, vous connaissez la chanteuse de Yale? Oui, bon, ok, j'ai eu peur. J'adorais ce qu'elle faisait, et en fait, je me suis rendu compte bien après que c'est parce qu'elle était un peu différente de toutes les chanteuses de l'époque, et qu'elle disait des trucs marrants, et qu'elle clashait des rappeurs, et qu'il trouvait ça cool. C'était le tout début de mon féminisme, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de fiction qui permettent, d'art en fait, qui permettent aussi de commencer à toucher du doigt ces sujets-là. Et je pense qu'on peut vraiment y venir par là, par le fait de ressentir les choses. Moi j'aime bien l'idée de regarder
je ne regarde pas que des films réalisés par des femmes, mais je trouve ça quand même super intéressant de voir la différence de point de vue. Et puis là, c'est évident, quoi, c'est visuel, c'est devant vous. Alors, je suis désolée que ma question soit la dernière parce qu'elle peut peut-être paraître comme une question piège, mais c'est pas le cas, c'est vraiment de la curiosité. Mais en fait, étant moi-même militante, je suis souvent, enfin, pas dans des milieux spécifiquement féministes, mais généralement progressistes, je suis souvent confrontée à la question de comment rester pédagogue, didactique, etc. Et tout en pouvant relier les expériences personnelles à un système, parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé à la question féministe ne va pas se réveiller de bon matin et se dire oh bah purée, je vais lire Angela Davis, Françoise Vergès, je suis une lesbienne politique, ça y est, je suis matérialiste, c'est parti. Le saut est un peu compliqué et moi-même j'ai dû le faire à un moment, mais je ne m'en rappelle plus. Et en fait, la question du coup des émotions reste importante et primordiale même à toute démarche d'entrer dans le féminisme. La question des violences interactionnelles, personnelles dans lesquelles s'inscrivent les discussions que vous avez eues avec votre père, s'inscrivent là-dedans. Seulement, il y a toujours une difficulté que je constate dans les ouvrages qui en parlent à rattacher ces violences à des systèmes d'oppression. Par exemple, quand vous avez parlé de briser les stéréotypes, vous êtes resté, donc des stéréotypes de genre qui sont du domaine du symbole, vous êtes resté dans le domaine du symbole en disant que c'était par l'éducation, par le langage qu'on pourrait les combattre. Mais je pense que les stéréotypes de genre, ils sont aussi liés à une division genrée du travail, d'un système économique où des individus sont exploités, aliénés gratuitement, et que l'émancipation des femmes aussi passe par la revalorisation des métiers du care qui vont être portés par des femmes, même des femmes racisées très souvent, comme le fait d'être cantinière, femme de ménage, doudou, etc. Et ça, c'est un saut qui est difficile à faire rentrer dans la tête des gens, que j'ai toujours, moi, du mal à expliquer. Le féminisme, ça commence à être un peu plus, à parler un peu plus aux gens, on en entend un peu plus parler, mais il faut savoir que, enfin, je pense que vous en avez conscience, hein, et c'est pour ça justement que je vous demande votre avis, mais le féminisme, c'est quand même lié à des systèmes de domination qui sont aussi capitalistes, économiques, racistes, impérialistes, etc. Et ça, le pas est toujours beaucoup plus compliqué de faire comprendre que les questions de genre ne sont pas que des questions de genre, ce sont des questions de prolétariat, de masse opprimée, et c'est toujours un peu compliqué à expliquer. Et voilà, je me demandais, j'ai pas encore lu le livre, je le ferai avec curiosité, mais comment vous faites le lien en fait? Quelle est votre méthode? Moi, je pense que je vais rien vous apprendre déjà, parce que, je le redis, c'est un livre qui était destiné à mon père. Donc en fait, évidemment que quand je parle de stéréotypes, je parle que de symbolique parce qu'il faut s'imaginer un homme de 70 ans qui trouve ça complètement normal que sa fille et sa femme débarrassent la table. C'était vraiment, on en est là. Donc avant que je lui dise que je suis devenue anticapitaliste, anarcho, je pense qu'on avait un... J'exagère, vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ça absolument formidable. J'ai travaillé dans l'univers de la mode pendant longtemps, 7 ans. Et la prise de conscience d'un système global calé aussi avec le capitalisme, etc., ça fait partie des choses qui ont fait que je suis partie de ce milieu. J'ai toujours un petit pied, mais je ne suis plus dans une entreprise, etc. Donc moi, je trouve ça absolument fascinant et je trouve que c'est génial. Et moi, je ne suis pas du tout militante, donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, parce que je suis vraiment une féministe de chambre. Moi, je crois que je suis jamais allée à une manif, quoi. Donc c'est vraiment, je suis dans mon petit monde, etc. Et ça mériterait sans doute fortement que j'aille me confronter un peu plus à la vie réelle dans des expériences politiques de ce type-là. Quelle était la question? Vous m'entendez si je parle un peu fort? La question c'était comment en fait vous arrivez à relier des expériences qui vont être individuelles, personnelles, à des questions de système et de différents systèmes d'oppression.
Je pense que je peux les... Enfin, la compréhension d'un système, elle se fait par strates. Vous parliez du care, par exemple. Moi, je trouve que ce qu'il y a de... C'est assez évident, en dehors du fait que ce sont les femmes qui prennent généralement soin des enfants. Il y a, par exemple, dans les relations amoureuses, l'énergie que peuvent mettre les femmes à essayer d'avoir des relations saines, à construire des moments d'intimité, à privilégier des moments à deux pour construire une relation de couple, etc. Ça, pour moi, c'est un care qui est complètement sous-coté. C'est-à-dire que ça va passer pour des meufs qui vont être casse-pieds ou fleurs bleues, etc. Alors même qu'elles vont juste essayer de tout mettre en place pour que les choses, elles n'explosent pas. Donc, moi, la manière dont j'arrive à faire le lien, c'est justement avec une première strate, de dire, quand même, tu te rends bien compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait d'un côté et beaucoup moins de l'autre. Donc là, il y a une différence de charge qui est absolument énorme. Et après, on peut aller plus loin avec le care, avec Gilligan, etc. C'est énorme, mais puis, enfin, vous avez parlé de François Vergès, la première fois que j'ai vu François Vergès, j'ai rien compris, quoi. Et il a fallu que je relise plusieurs fois avant de tout bien comprendre. Mais ça, je crois que, enfin, je trouve que c'est des choses qui sont aussi passionnantes qu'elles sont compliquées à amener à quelqu'un qui n'est pas intéressé par le sujet. Moi, je crois beaucoup à l'espèce d'escalier, quoi. On y va, doucement. Et les gens qui vont peut-être s'arrêter avec certaines strates, hommes et femmes d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des femmes qui sont tout à fait capables d'être très accrochées au positivisme et de ne pas aller beaucoup plus loin parce que finalement, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'énerve aujourd'hui ou qui me paraît grave. Je crois qu'on y va tous un peu comme on peut, et c'est génial que des personnes comme vous aillent si loin. Je crois sincèrement que c'est pas donné à tout le monde pour plein de raisons. Non, pas une fatalité. Honnêtement, pas une fatalité. Je pense qu'il y a aussi des curiosités. Je sais pas comment dire. Je crois qu'il y a des vraies curiosités qui sont propres aussi à chacun. Et puis, je crois qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas envie de voir trop de choses, quoi. Moi, par exemple, quand j'ai écrit le livre et que j'ai lu énormément de choses, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je me disais, mais... je vis dans la matrice en fait, c'est-à-dire que je suis dans un système que je ne maîtrise pas, qui me soumet, il n'y a pas de moyen de s'en sortir à part de tout faire péter, c'est horrible quoi. Et j'étais trop mal. Alors j'essaye d'en revenir un petit peu, d'essayer de balancer, de trouver aussi, moi je suis en couple avec un garçon, donc à un moment il faut aussi que je fasse avec. Et que je me dis, non mais enfin... Non, mais non, c'est pas juste ce que je voulais dire. Je l'aime et on est bien ensemble. Enfin, je crois, j'espère qu'il est bien avec moi. En tout cas, moi, je suis bien avec lui. Donc, je dois être très convaincue par tout ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a des choses de la vie aussi. Mais en fait, je ne pourrais même pas finir ma phrase parce que je suis encore en train d'essayer de comprendre un peu comment les choses peuvent se mettre en place, s'articuler dans mon esprit et se mettre en place dans ma vie pour à la fois être consciente des choses sans moi me faire trop souffrir. Et donc j'imagine que ça peut aussi être le cas de beaucoup de personnes qui vont y aller par strate et à un moment peut-être s'arrêter à une strate parce que bon bah c'est pas très envie d'aller plus loin quoi. Donc on va arrêter là pour les questions parce que sinon vous n'aurez pas le temps d'avoir une petite dédicace. Nous vous remercions tous et nous vous invitons aux 2 prochaines conférences qui auront lieu dans le cadre de notre société. Donc, la prochaine aura lieu le 10 février, donc toujours à l'IUT. On recevra l'auteur Rose Lamy, auteur de Défaire le discours sexiste dans les médias. Et la conférence d'après sera le 9 mars, toujours à l'IUT. Elle s'intitule Enfermement et maladie mentale, les paradoxes de la psychiatrie, avec l'auteur Joyce Ormand, auteur de À la folie. Donc, si vous voulez suivre l'actualité, n'hésitez pas à suivre la page Facebook de votre société. Avant de finir, je voudrais quand même remercier Fanny Anso de la présence. Voilà. Je voudrais remercier Je voudrais remercier aussi Stéphanie Esselin, chargée de relations littéraires aux éditions Le Duc.
Nous remercions aussi l'IUT, ainsi que toute l'équipe pédagogique, Gilles Laurent, Serge Carrère, le prisme. Nous remercions nos enseignants, Mme Julie Moncler et M. Huguenot. Nous remercions nos partenaires, Radio Palette et la librairie Didier. Nous remercions le directeur d'avoir donné de sa présence ce soir. Et nous vous invitons donc à venir à ma droite si vous souhaitez acheter le livre et vous faire dédicacer. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée.